Salam alaikum. Alors dans les deux premières vidéos de ce chapitre 3 sur les liaisons atomiques, on a discuté d'une catégorie de liaisons dites liaisons primaires. Alors on a vu les liaisons ioniques, la liaison covalente et la liaison métallique. On a vu leurs propriétés. Alors pour l'instant, dans cette partie de ce chapitre, on va passer aux liaisons secondaires, c'est-à-dire de faible énergie. Et on va commencer par ce qu'on appelle la liaison de Van der Waals. Voilà. Alors, cette liaison trouve origine dans l'interaction entre dipôles électriques créés dans des atomes voisins. On va figure ci-dessus, voilà, ci-dessous. Alors vous avez, par exemple, un atome neutre, par exemple l'hydrogène. Alors l'hydrogène a un proton, c'est-à-dire un noyau positif, et un électron que l'on peut considérer à travers la mécanique quantique comme un nuage électronique, comme une sphère de charge, mais dont le centre de sa charge est confondu avec celui de la charge positive, c'est-à-dire du proton. Alors, il n'y a pas de différence entre la charge négative et la charge positive. Mais il vient à l'atome parfois que ces deux centres de charge, positif et négatif, se décalent avec une séparation entre ces deux charges à cause, par exemple, d'une application d'un champ électrique ou un atome déjà polarisé, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'état de polarisation, c'est-à-dire la séparation des centres de charge c'est-à-dire de charge positive et négative. Voilà. Alors, la liaison de Van der Waals trouve son origine dans ce phénomène de séparation de centres de charge dans un même atome. Voilà. Alors ces liaisons existent entre atomes de gaz rares par exemple, c'est pour ça qu'ils peuvent réagir avec d'autres atomes, c'est-à-dire lorsque ces atomes de gaz rares se polarisent, mais aussi entre molécules dans les structures moléculaires contenant des liaisons covalentes, c'est-à-dire on peut avoir même dans des molécules covalentes des liaisons de Van der Waals entre des parties de cette molécule. Alors cette liaison existe dans tous les matériaux, mais elle est présente beaucoup plus dans les polymères. Voilà, c'est que dans les polymères, on a vu qu'il y a, par exemple, on a vu le polyéthylène C2H2 entre atomes de carbone et d'hydrogène, il y avait des liaisons covalentes, mais sur la chaîne, voilà, entre deux chaînes de polymères, il y a ce qu'on appelle les liaisons de Van der Waals. Alors c'est une liaison moins forte que celle primaire, ionique, covalente et métallique, avec une énergie en moyenne de entre 10 kJ et 0,1 électronvolts par mol, c'est-à-dire 10 kJ, ça lui correspond 0,1 électronvolts par mol, par atome plutôt. Alors, les dipôles électriques peuvent être induits ou permanents. Voilà. Un dipôle induit, c'est quoi? C'est un dipôle électrique qui existe lorsqu'une séparation a lieu entre le centre du nuage électronique, c'est ce que je viens de dire, et la charge positive du noyau d'un atome ou d'une molécule, mais ce n'est pas permanent. Voilà. Alors vous avez l'atome, charge positive, vous avez le nuage électronique autour, mais le centre de charge de la charge négative est confondu avec le centre de charge de la charge positive. Alors, sous certaines conditions, ces deux centres de masse, de charge plutôt, se séparent parce qu'il y a une sollicitation qui a fait que ces deux charges se séparent. Alors, on modélise ça comme un dipôle avec une charge positive et une charge négative, bien sûr la même charge, et une distance, c'est ce qu'on appelle un dipôle électrique, qu'on fait lui correspondre à un moment dipolaire. Voilà. Cette séparation de charge dans un atome est due essentiellement aux vibrations que peut subir ce dernier, c'est-à-dire il y a
tout le temps des sollicitations dans un composé, des vibrations, des applications de champs magnétiques, champs électriques, voilà. C'est pour ça qu'on aura toujours ce phénomène qui aura lieu dans un composé. Voilà. C'est-à-dire des dipôles qui se font et que se défont de manière perpétuelle. Voilà. Et qui causent des distorsions de très courte durée, voilà, de la symétrie électrique dans un atome initialement neutre. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir ce qu'on appelle un dipôle induit par d'autres sollicitations. Alors, un dipôle électrique peut à son tour produire une séparation de charge dans un atome ou une molécule adjacente qui devient lui aussi un dipôle et s'attire un type de liaison faible de Van der Waals. C'est-à-dire que vous avez par exemple par vibration la formation d'un dipôle, mais à côté il y a un atome neutre, et bien celui-là va créer un champ électrique. Ce champ électrique va affecter le nuage électrique de l'atome adjacent et on va voir qu'il y a c'est-à-dire une attraction, bien une formation de liaison entre ces deux atomes, c'est-à-dire considéré comme dipôles. C'est interaction entre dipôles. C'est ça là l'essentiel de la liaison de Van der Waals. Voilà. Alors un type de liaison faible de Van der Waals, la liquéfaction et dans certains cas la solidification, c'est-à-dire devenir liquide, la solidification des gaz inertes et autres molécules électriquement neutres ou molécules symétriques comme le H2, le Cl2 sont réalisées à cause de ce type de liaison. Voilà. C'est-à-dire, c'est la liaison entre molécules, c'est-à-dire les molécules du gaz H2 et par exemple le Cl2, c'est à cause de cette interaction entre dipôles formés de molécules, par exemple le H2, et bien c'est cette liaison qui permet la liquéfaction ou bien la solidification des gaz inertes, par exemple, ou autres molécules. Alors les températures de fusion et d'ébullition sont très basses dans les matériaux où les liaisons par dipôle induit sont prédominantes parce que c'est pas quelque chose de très très fort, c'est juste des dipôles qui sont induits, voilà, non pas accidentellement mais de manière perpétuelle par des sollicitations qui existent toujours dans un composé. Alors pour les défaire, on n'a pas besoin d'une grande énergie pour rompre ces liaisons. Voilà. Alors on a ce qu'on appelle les molécules polaires. Des moments dipolaires permanents existent dans certaines molécules à cause d'une asymétrie dans l'arrangement des régions de charge positive ou de charge négative, comme c'est le cas de la molécule HCl. Ce sont là des molécules polaires parce que il y a une charge, c'est-à-dire même si on a par exemple le H ici qui a une charge négative, c'est-à-dire un électron, et le Cl a un électron qui vont le mettre en commun ces deux électrons, mais il reste que l'électron qui provient de l'atome H passe plus de temps sur le Cl que sur le H. C'est-à-dire il y a une dissymétrie dans la liaison covalente, ce qui donne c'est-à-dire comme si on a une charge partielle sur le H et une charge partielle sur le Cl. Voilà, ce qui donne un dipôle avec un champ électrique. Bien sûr, celui-là va affecter les atomes voisins. Voilà. Alors, parlons de la symétrie dans la charge, c'est-à-dire les molécules polaires. Alors, par exemple, le CH4, c'est une molécule apolaire, puisque la somme des moments dipolaires induits entre les quatre liaisons donne un vecteur nul. Alors, la liaison de Van der Waals existe bien sûr comme on a dit, entre dipôles induits et molécules polaires, voilà, qui ont
un moment dipolaire net qui est différent de 0 et entre molécules polaires. Voilà. Par exemple, alors les molécules polaires, ce sont des dipôles permanents. Voilà, parce que la molécule ne va pas céder sa caractéristique polaire. Mais les dipôles induits, voilà, ça, c'est de manière, c'est-à-dire ils ont une durée très courte. Mais quand même, pendant que ce dipôle induit existe, il va interagir avec, par exemple, soit avec un dipôle induit, un autre dipôle induit dans le voisinage, soit avec une molécule polaire, ou encore entre molécules polaires dans le système. Voilà. Alors, un autre type de liaison de Van der Waals, la plus forte, est ce qu'on appelle la liaison hydrogène, pont d'hydrogène. Alors, l'idée c'est la même, sauf que elle fait intervenir l'hydrogène. C'est pour ça qu'on l'appelle liaison hydrogène ou pont d'hydrogène. Elle existe entre molécules dont l'un de ses constituants est l'hydrogène, lui-même lié par une liaison covalente au fluor, par exemple le HF, à l'oxygène comme H2O ou encore l'azote comme l'ammoniac. Alors c'est ça, comme je viens de le dire, par exemple dans le H2O, ce sont des liaisons covalentes entre le H et le O, entre le deuxième H et le O. Mais comme le H, ce sont des atomes dissemblables, c'est-à-dire il y a le H et le O, il y a quand même une charge partielle sur le H et une charge partielle sur le O. Voilà. Parce que si on avait H2, eh bien, ça sera différent. Pourquoi? Parce que les deux charges entre les deux H vont exister de manière équitable sur l'un et l'autre des H. Mais là, le H et le O, on a une électronégativité de O qui est plus grande que celle de H. C'est pour ça que l'électron de l'atome H va être attiré vers l'atome O. C'est pour ça, c'est comme si on a un caractère plus ou moins ionique dans une liaison covalente. Voilà, c'est ça, c'est pour eux. Alors, maintenant, où est-ce qu'elle est la liaison d'hydrogène? Eh bien, c'est entre une molécule H2O et une autre molécule H2O au voisinage. Voilà, il faut faire attention, c'est entre molécules. La liaison de Van der Waals ou de pont d'hydrogène, c'est entre molécules. Alors que, par exemple, la liaison covalente, c'est entre deux atomes de la même molécule. Alors, pour chaque liaison HF, HO, encore HN, le seul électron d'hydrogène est partagé par l'autre atome. Voilà. Ainsi, l'extrémité de la liaison du côté de l'atome d'hydrogène est essentiellement un proton découvert, chargé positivement sans écrantage. C'est ce que je viens de dire, parce que le H est moins électronégatif que le O. C'est pour ça que l'électron va être attiré plutôt par l'atome O. Voilà, c'est comme si on dit, comme je viens de le dire, c'est une liaison covalente mais avec un caractère ionique partiel. Voilà. L'énergie d'une liaison d'hydrogène est la plus élevée parmi tous les types de liaisons de Van der Waals, c'est-à-dire plus particulièrement les liaisons de Van der Waals qui font intervenir l'atome H ont une énergie plus grande. Voilà. Alors, dans le cas de la molécule d'eau H2O, on aura un pôle positif. Voilà ce que je viens de décrire. C'est que vous avez l'atome O et 2 H. Mais pourquoi on a mis ces charges négatives ici? Ce sont des charges. Ce sont des charges partielles et non pas un électron. Pourquoi? Parce que le O a une électronégativité plus grande que le H. Bien sûr, il y a un partage d'électrons entre le O et le H parce que c'est une liaison covalente, mais comme le O est plus électronégatif que le H, il va faire en sorte que l'électron qui appartient initialement à H va être attiré vers le O. C'est pour ça qu'on lui procure une charge partielle. Alors que le H va
comme s'il va perdre une partie de sa charge et devient partiellement positive. Voilà l'atome H2O en réalité. Maintenant, au voisinage de cette molécule, il y aura sûrement d'autres molécules, et bien il va y avoir une interaction liaison d'hydrogène entre cette molécule, la charge positive et la charge négative de celle-là, la charge négative de celle-là, la charge négative, voilà, il y a attraction et répulsion, de telle façon que on va avoir une cohésion de l'eau. Voilà. Alors on aura un pôle positif sur l'hydrogène et un pôle négatif sur l'oxygène, d'où une polarisation permanente de la molécule d'eau. Voilà. Alors, dans le cas de l'eau, chaque molécule d'hydrogène participe à 4 liaisons d'hydrogène. Voilà, la molécule participe à 4 liaisons hydrogène. Vous voyez là, ici. Alors vous avez l'atome d'hydrogène et vous avez, voilà, elle participe 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, à des températures ambiantes, les molécules d'eau peuvent former des liaisons de type hydrogène, ce qui donne l'état liquide de l'eau. Et il faudra monter jusqu'à 100 degrés Celsius pour pouvoir détruire cette liaison et obtenir un gaz. C'est-à-dire, pour obtenir un gaz, il faut avoir une énergie qui peut briser ces liaisons hydrogènes. Voilà. En laissant bien sûr les atomes de H2O, c'est-à-dire le gaz qui se dégage, c'est toujours de l'eau, mais sous forme de gaz. Voilà, c'est pour ça on aura les molécules H2O. On ne va pas briser les atomes, c'est-à-dire les liaisons entre le O et le H, mais juste les liaisons d'hydrogène entre les molécules de l'eau, H2O. Voilà. Alors la température de fusion de l'eau est à 0 de fusion, c'est-à-dire pour avoir du solide vers un liquide, c'est-à-dire qu'on peut retrouver l'état solide de l'eau grâce à ces liaisons. Alors la liaison hydrogène fait en sorte que les atomes y intervenant restent relativement à l'écart les uns des autres, ce qui donne des structures relativement ouvertes. Voilà, ça, ouverte, c'est-à-dire la liaison d'hydrogène fait éviter le rapprochement, c'est-à-dire à des distances très très petites, des molécules. L'existence de cette liaison dans la molécule d'eau explique le fait que l'eau augmente de volume en devenant de la glace. C'est-à-dire, si on a le liquide, c'est que les liaisons, voilà, ces liaisons sont à des distances très proches, c'est-à-dire les atomes ou les molécules H2O sont plus proches dans un état liquide que que dans l'état solide. C'est pour ça la molécule d'eau explique le fait que l'eau augmente de volume en devenant de la glace. C'est-à-dire chaque fois, c'est-à-dire on augmente, plutôt en diminuant la température, la séparation entre les molécules H2O, bien sûr en liaison hydrogène, augmente. Alors on a la même quantité de matière, mais on aura un volume supérieur. C'est pour ça, c'est d'ailleurs pour cette raison que la glace est plus léger que l'eau liquide et flotte. Parce que là, la glace a une masse volumique plus grande que l'eau liquide. Voilà. Alors l'existence de cette liaison explique le fait que l'augmente de volume en devenant augmente de volume. Alors, bien sûr, voilà, j'ai fait une erreur. C'est-à-dire si on a la même matière, la même quantité de matière et qu'on augmente le volume, c'est que la masse volumique de la glace diminue. Voilà. De ce qu'elle est pour le liquide. Alors, puisque la masse volumique de la glace est plus petite que celle du liquide, et bien la glace peut flotter. Voilà, voilà, c'est l'explication pourquoi
la glace flotte sur de l'eau. C'est à cause des liaisons hydrogènes qui font en sorte de faire éloigner les molécules de leur, c'est-à-dire les unes des autres. Voilà. Alors on peut retrouver cette liaison hydrogène sur la macromolécule de l'ADN par exemple, où la liaison entre deux brins, voilà, est assurée par la liaison hydrogène entre un pôle positif d'hydrogène et un pôle négatif d'oxygène. Voilà, vous avez le H ici, vous avez le O ici, vous avez le H ici, vous avez par exemple le N ici, alors on peut avoir aussi sur le N, et vous avez il y a toujours le H qui existe, c'est pour ça qu'on l'appelle pont hydrogène. Et bien, c'est entre deux brins de l'ADN, c'est-à-dire entre deux macromolécules, et bien, c'est entre ces deux atomes qu'il existe une liaison hydrogène. Alors, ce sont des polymères, voilà, une macromolécule plutôt, ADN. Ils ne sont pas durs, bien sûr. C'est pour ça le pont d'hydrogène est de faible énergie. Alors d'ailleurs, c'est cette liaison qui va donner la forme d'hélice de l'ADN à l'ADN, car les molécules ont besoin de se tordre pour pouvoir se lier par un pont d'hydrogène. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une charge partielle sur, par exemple, l'atome O, une charge partielle sur l'atome H, et ils doivent se tordre pour avoir une meilleure posture, pour faire ce contact ou cette liaison. Voilà, par exemple, on donne aussi ici le cas, par exemple, d'un polymère, ce qu'on appelle le polyamide. Voilà, alors le polyamide, vous avez le monomère ici, c'est le OCNH. Voilà, il est inversé alternativement. Vous voyez ici qu'il y a une chaîne. Alors, les liaisons entre C et N et H sont des liaisons covalentes, voilà. Mais la liaison entre le H de cette chaîne et le O de cette chaîne, eh ben c'est de type pont d'hydrogène. Voilà. Alors on aura donc des liaisons de type hydrogène entre deux chaînes liées au niveau d'un atome d'oxygène ou d'une chaîne avec un atome d'hydrogène H de l'autre chaîne et un atome d'hydrogène. Voilà. Voilà. On crée ainsi un thermoplastique qui se solidifie en nylon. Voilà, le PA, le nylon, c'est la marque commerciale. Voilà, c'est le polyamide. Alors on a des chaînes, plusieurs chaînes, et dans la même chaîne, les atomes sont liés par des liaisons covalentes, mais les chaînes elles-mêmes sont liées à travers des liaisons d'hydrogène. C'est pour ça le point de fusion, c'est-à-dire la température de fusion des polymères est très basse. Voilà. Alors, on donne ici un tableau récapitulatif des liaisons qu'on vient de voir avec quelques propriétés. Alors, vous pouvez voir, c'est-à-dire la liaison ionique équivalente, on peut la trouver dans les céramiques, voilà, avec les propriétés physiques, alors une valeur élevée de l'énergie de liaison, puisque c'est ionique, température de fusion très élevée, un module d'élasticité très grand, on va voir ça après, un coefficient d'expansion thermique alpha petit. Alors, vous voyez que les céramiques ne se dilatent pas assez à chaque fois qu'on les chauffe, contrairement aux polymères ou aux métaux. Voilà. Alors, les métaux contiennent des liaisons de type métallique. Ils ont une valeur variable de l'énergie de liaison, mais quand même elle est forte, elle n'est pas faible. Point de fusion modéré, voilà. C'est-à-dire le diamant, puisqu'il contient une liaison covalente a un point de fusion très élevé, mais par exemple le cuivre, l'aluminium, ils ont des valeurs de point de fusion modéré, plus ou moins. Un module d'élasticité modéré, c'est-à-dire la propriété mécanique, un coefficient d'expansion thermique alpha modéré, c'est-à-dire ils peuvent se dilater mais pas
pas comme les polymères par exemple. Alors pour les polymères, ils contiennent les liaisons covalentes, c'est-à-dire dans une chaîne entre atomes, mais entre chaînes, c'est des liaisons covalentes, des liaisons plutôt secondaires de Van der Waals pour l'hydrogène. Alors, propriétés physiques directionnelles, c'est-à-dire ils ont les propriétés physiques de ces composants dépendent de la direction où l'on met la sollicitation. Domination des liaisons secondaires, voilà, parce que c'est les secondaires qui font, c'est-à-dire l'état de ces polymères. Point de fusion très petit, voilà, on peut chauffer un polymère, il va se dilater. Un module d'élasticité petit, voilà, ils ne sont pas durs. Un coefficient d'expansion thermique grand, voilà, c'est-à-dire avec une petite différence de température, il va se dilater de manière très significative. Voilà. Alors je vous donne ici juste quelques valeurs pour les liaisons qui existent dans différents types de matériaux. Alors vous voyez ici que un calorie c'est 4,18 joules. Alors, vous avez bonding type, vous avez ionique, covalent, métallique, Van der Waals et hydrogène. Alors vous trouvez l'ionique par exemple dans le NaCl comme je viens de le voir, dans le MgO, voilà. Avec l'énergie de liaison, on vous donne ici en kilojoules par mol et le correspondant en électrovolts par atome. Alors, vous voyez que voilà, c'est 640 pour le NaCl. Pour le MgO, l'oxyde de magnésium, c'est 1000. Vous avez melting point, c'est-à-dire la température de fusion pour le NaCl, c'est 801 degrés Celsius. Pour le MgO, elle est très élevée, c'est 2800. Vous avez le silicium, voilà, vous avez une énergie de 450 et une température de fusion égale à 1400, autour de 1410. Pour rendre un solide, pour aller du solide vers un liquide. Le diamant, vous voyez que c'est très élevé, c'est 3550 plus de 1000. Alors vous avez le Hg, c'est métallique, le mercure, et bien vous avez une énergie de liaison très faible, mais elle est supérieure à 50, c'est le critère, rappelez-vous le critère pour faire la différence entre liaison forte et liaison faible, voilà, mais avec une température de fusion égale à moins 39, c'est-à-dire on doit faire descendre la température du mercure à moins 39 degrés Celsius pour avoir l'état solide. L'aluminium, vous avez le tungstène, voilà, il rivalise avec le diamant, voilà. Vous pouvez voir que c'est là une température de fusion très élevée. Alors maintenant pour les Van der Waals, vous avez l'argon, c'est pour ça que je dis que les gaz nobles sont peu réactifs, voilà, mais quand même ils réagissent avec certaines molécules. Le chlore, le gaz du chlore, alors c'est Van der Waals, entre les molécules de chlore, il faut faire attention. Alors que le Cl2, la molécule, c'est covalent. Alors que le gaz du chlore, il va, voilà, c'est-à-dire le gaz, on peut le rendre solide à une température de moins 101. C'est pour ça, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ce gaz devient solide et tient, c'est par la liaison de Van der Waals. Alors, je vous donne ici là le melting point. Alors, hydrogène, vous avez par exemple le NH3, l'ammoniac, alors moins 78, c'est-à-dire on doit diminuer la température jusqu'à moins 78 pour avoir un solide. Le H2O, c'est à 0 degrés Celsius, on passe d'un liquide vers un solide. Voilà. Merci.